Roger-Luc Chaillet, Gay Globe Télé, re-bienvenue à cette émission spéciale pour le mois de décembre 2014 qui portera sur 3 sujets très précis. La suite de notre dossier sur le sabotage de condoms qui semble être la nouvelle mode à Montréal et à Québec. On vous en a parlé à la dernière émission, celle du mois de novembre, mais je vais vous réexpliquer ça dans quelques secondes. Un avis de recherche particulier dans le cadre de ce dossier-là portant sur les personnes qui commettent, utilisent ou pratiquent ce genre de technique de sabotage de condoms, que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Et sur une note plus éditorialiste un peu et légère, la signification de la Journée mondiale du sida du 1er décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on me pose souvent la question, puis il y a malheureusement beaucoup de gens, pas juste des jeunes, des gens d'un certain âge qui ont oublié ce que ça voulait dire le 1er décembre chez les membres de la communauté gay. Alors, on va commencer tout de suite avec la suite de notre dossier du mois de novembre, qui était une expérience qu'on avait faite à propos de condoms. Il se passe dans le village gay de Montréal et possiblement à Québec aussi, une mode actuellement à l'effet que des personnes prétendent utiliser le condom, font semblant de l'installer avec tout l'apparat qui va avec et de façon très particulière, on ne sait pas encore comment, retire l'embout du condom. Donc, enlève toute la partie, le petit bout arrondi, sans le dire au partenaire. Alors, dans quoi est-ce qu'on s'embarque ici? Évidemment, on s'embarque dans des gros problèmes, là, parce que il y a une volonté de faire du barebacking, des relations non protégées, mais on est prêt à mettre une capote sur son membre et à enlever l'embout. Pourquoi? Est-ce que c'est pour augmenter la sensation en remontant l'embout? Est-ce que c'est pour sciemment transmettre quelque chose à la personne et s'assurer que la semence pourra circuler librement chez l'autre personne? Évidemment, c'est une situation, quand on y pense bien, qui n'implique que les tops, que les actifs. Parce que les passifs sont ceux qui sont les victimes de ça, les bottoms. Et est-ce que cet embout-là est retiré volontairement de consentement des deux parties? C'est impossible, ça se peut pas, parce qu'à ce moment-là, on aurait une relation bareback complète, on laisserait faire le condom, il n'y a pas de raison. Donc, on est face à une situation qui existe depuis à peu près 1 an, mais qui prend des proportions très importantes dans certains établissements gays à Montréal. On vous en a parlé, mais là, depuis notre dernière émission, j'en ai reparlé un peu à quelques sources diversifiées et on me dit que ça augmente. Maintenant, c'est systématique tous les jours. Je ne peux pas vous dire le genre d'établissement que ça concerne, mais écoutez, où est-ce qu'on a intérêt à utiliser des condoms quand on sort chez les gays? À peu près partout, même dans les ruelles. Donc, il ne faut pas viser un établissement plus qu'un autre. Je pense qu'il faut viser un arrondissement plus qu'un autre. C'est plus ça. Mais on ne sait pas pourquoi ça se fait. Et la dernière fois, on avait fait une expérience avec une marque de condoms qui n'était pas la marque typique distribuée gratuitement dans le village. La marque typique, et on a eu toutes les misères du monde d'ailleurs à enlever l'embout. On a essayé avec les ongles, on a essayé en tirant dessus, ça a été compliqué. Mon adjoint Simon, qui était à la caméra, hello, a aussi essayé avec, il y a un ongle beaucoup plus long et tout ça, il a essayé, voilà, l'outil de Simon. Eh bien non, ça n'a pas marché, ça a été compliqué. On s'est dit peut-être qu'on fait une erreur, peut-être qu'on devrait utiliser le condom qui est distribué gratuitement dans le village et peut-être que lui est plus faible que les autres marques. Alors, ce que aujourd'hui je vous propose de faire, c'est qu'on continue l'expérience et je vais vous expliquer après où on veut en venir avec tout ça parce qu'il y a un avis de recherche qui est lancé et c'est pas un avis de recherche criminel, là. C'est un avis de recherche journalistique. On voudrait parler à des personnes qui sont au courant de ça. On voudrait leur parler, on va y revenir tantôt, mais restons avec l'expérience. Nous avons le condom classique qui est distribué, celui qui est impliqué dans la situation. Alors, c'est un condom Lifestyle rouge, tout le monde connaît. Est-ce qu'il a une date d'expiration particulière? Écoutez, il est bon jusqu'en 2018, donc les dates sont bonnes. Ça fait déjà à peu près 2 semaines que j'ai ça. Et pour les fins de l'expérience, évidemment, on va comparer avec
une autre sorte de condom de la marque Trojan, mais qui est présenté comme 40% plus mince que le condom Lifestyle. Donc, on va voir, mais je veux dire, même si on n'arrive pas à rien faire, mais le but, c'est qu'on ne peut pas utiliser un outil, il me semble, parce que les gens ne se promènent pas avec une paire de ciseaux, ne se promènent pas avec des coupes-ongles ou quelque chose. Il faut arriver à retirer l'embout de façon subtile, sans faire de bruit, sans que ça paraisse, pour que la personne qui soit bottom, la personne bottom, ait l'assurance que la personne vienne mettre son condom et qu'elle se sente protégée, ce qui n'est pas le cas quand on joue à ça. Alors, pour les fins d'expérience, nous allons commencer tout de suite avec le condom Lifestyle. Et Simon, tu me diras si le son varie trop. Je vais faire attention, mais à date... Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un visuel seulement. Donc, on va faire l'expérience avec le condom classique et je reviendrai pour commenter. Donc, est-ce qu'on voit bien? Parfait. Bon. Ce qui se produit, et c'est probablement voulu par la compagnie, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que la partie la plus au bout est plus solide. Elle est beaucoup plus solide que la partie de la base. Ça vient probablement de la manufacturation. Vous avez vu que j'ai exercé environ un poids de 25 livres à peu près, que j'ai exercé sur le condom, il n'a pas bougé. Et j'ai planté mon ongle dedans, là, il n'y a rien eu à faire. Et à la fin, c'est la base du condom qui s'en allait glisser de mes mains à cause du lubrifiant. Donc, je n'ai jamais réussi à l'enlever, cet embout. On va faire la même expérience en visuel avec l'autre de la marque Trojan, Bare Skin, 40% plus mince que celui-là. Définitivement plus mince au toucher, c'est incroyable. Bon. Alors là, découverte intéressante. Au toucher, c'est définitivement vraiment beaucoup plus mince, hein, parce que là, vraiment, là, j'ai à peine à sentir qu'il y a quelque chose par-dessus ma peau. J'ai exercé une pression supérieure à la marque Lifestyle. J'ai exercé probablement 2 livres de plus et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors, ce que je vous propose, si Simon veut bien le faire, c'est de venir me remplacer ou de venir me rejoindre tout simplement et d'essayer avec son ongle, si la caméra le permet, d'essayer de venir le couper avec son ongle. Alors, on va y aller étape par étape et je vais commenter. Alors, Simon, caméraman et adjoint à Gay Globe Média. J'espère qu'on me voit bien, là. Oh, je suis sûr qu'on te voit très bien. Moi, je te vois bien ici à distance. Ouais, t'es à côté. Ouais, c'est vrai, ça aide beaucoup. OK. Alors, Simon, l'embout avec ton ongle. OK, bon, là, je pense que tout le monde a entendu que l'embout a été retiré. Le condom a plutôt éclaté. Ouais, il y a un peu trop de force à... Il est trop bruyant pour qu'on puisse le faire. Combien de livres est-ce que tu as exercé sur ça à peu près? Autant que moi? Bonne question, sûrement. Peut-être plus? Peut-être plus, en fait, ouais. Et moi, ce que je vois, c'est que l'embout a été retiré, effectivement, mais je veux dire, avec le bruit que ça a fait, voilà, c'est cet embout qu'on retrouve partout sur les planchers de certains commerces et dans les ruelles. Et on ne voit que ça, c'est vraiment, on voit qu'il y a une mode et une tendance vers ça. Est-ce qu'on peut faire la même expérience avec le Trojan, le deuxième plus mince? Je me tasse parce que je tiens la vie.
il est encore plus solide. OK, non, Ouais. ça n'a pas marché. Ça a Hein? pas marché complètement. Il a exercé une pression probablement supérieure à la mienne. Et malgré le fait que tu as un ongle très aiguisé et très long, Oui, vraiment. il n'y a rien à faire. Ce condom qui est beaucoup plus mince a Beaucoup résisté. plus résistant. Juste voir. Et merci infiniment. C'est du latex. Je pense que oui. Ouais. Merci Simon pour ton assistance. Eh bien, le problème est le suivant, c'est qu'on retrouve les petits embouts que Simon vous a montrés en grande quantité. Quel est le ratio que l'on retrouve dans une journée, je ne sais pas, dans certains commerces, je ne sais pas, comme je vous dis, je ne veux pas identifier le genre de type de commerce, ce n'est pas important. Mais c'est clair qu'ici, nous, on est capable de couper l'embout du condom avec un ciseau extrêmement coupant. Puis encore, il a fallu que je m'y reprenne 2 fois. Il a fallu que je m'y reprenne 2 fois. Comment font les personnes qui posent ces gestes-là, qui utilisent ces techniques-là pour enlever l'embout sans que ça éclate, comme on a entendu, et que ça a l'air quand même crédible de mettre un condom? Et ça nous amène à la question suivante et à notre avis de recherche. Nous aimerions parler à des personnes, une ou deux, qui pratiquent ce genre de sexe. J'ose pas dire que c'est du barebacking. J'ose pas dire, je suis pas certain dans quoi on est ici. Et pour les fins de la connaissance générale de la technique, moi, je voudrais savoir comment on fait pour retirer l'embout sans que ça paraisse. Pourquoi est-ce qu'on retire l'embout? Quelle est l'intention derrière ça? Quel est le but recherché? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un acte de vengeance dans le but de transmettre le VIH à des personnes parce quelqu'un aurait acquis cette maladie-là? Bon, ça s'est vu dans le passé, des gens qui se vengent en transmettant la maladie sciemment. Et aussi, c'est important que je vous dise que Simon veut me faire une remarque, je t'écoute. Oui, c'est ça, c'est que cette recherche d'entrevue-là, c'est ce qu'on vous propose, c'est une entrevue anonyme. Donc, aux auteurs de ces gestes-là, aux personnes qui savent comment ça fonctionne, c'est une entrevue anonyme dont l'identité est protégée par la Charte canadienne. La carte de presse en notre possession empêche qui que ce soit de me forcer à divulguer la source et nul n'est tenu de s'identifier à moi sous son vrai nom. Ce que l'on veut, c'est l'information, c'est pas l'identité. Vous pouvez vous appeler Alice Roby si vous voulez. Ça changera rien. L'important, c'est que vous communiquiez avec Gay Globe Media, soit par téléphone que vous trouverez à l'intérieur du magazine, par courrier électronique que vous verrez circuler dans le bas de l'écran ici, et que vous nous fassiez signe le plus vite possible parce que je veux comprendre ce qui se passe avec cette affaire-là. Si vous en avez entendu parler et que vous n'êtes pas mêlé à ce genre de choses-là, n'est-ce pas, vous pouvez quand même communiquer avec moi si vous êtes au courant de cette situation-là. Est-ce que j'ai fait le tour du dossier, Simon? Aïe, 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 le pouce en l'air. On passe à la journée mondiale du sida pour conclure cette émission. Les gens pensent à chaque année que le 1er décembre, c'est une journée de commémoration un peu dans le style de la journée du cancer ou de la sclérose en plaques et compagnie. Mais oublie l'origine du pourquoi de cette journée-là et qu'est-ce qui s'est passé qui a nécessité une journée commémorative avec une date comme ça. Eh bien, il faut comprendre que les plus jeunes, les moins de 35 ans, les moins de 30 ans, n'ont pas vécu la période de 1982 à 1995. Donc, l'apparition du sida, du VIH, dans les années 80 au début, jusqu'à la trithérapie en 1995. Il n'existait aucun médicament qui permettait de prolonger la vie. On pouvait traiter les sarcomes par de la chimiothérapie, qui est une forme de cancer de peau en passant. On pouvait traiter les pneumonies multiples par des antibiotiques extrêmement puissants. On avait tout ça. Mais malheureusement, les gens mouraient dans un délai assez rapide. D'habitude, c'était entre 3 mois et 1 an et demi, 2 ans, où les personnes atteintes survivaient et décédaient rapidement. Il n'y avait pas la question, Simon, oui? Non, parce que je parle des origines de la Journée mondiale du sida. Mais Simon nous propose un sujet pour la prochaine émission, par exemple, qu'on va garder, parce qu'on va avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là au niveau vaccination contre le VIH. Cela dit,
La communauté gay était constituée dans des années 82 à 1995 de gens qui étaient généralement artistes. Il y avait une richesse dans cette communauté gay-là et c'était reconnu. On disait toujours, les gays, c'est sûr, c'est tous des comédiens, des musiciens, des acteurs, des danseurs de ballet. Il y a eu une hécatombe terrible au niveau de l'intelligentsia homosexuelle dans le monde. On a vu les plus grands danseurs de ballet mourir les uns après les autres. On a vu des écrivains, ça s'est mis à mourir parce que les gens n'étaient pas tout à fait, au début des années 80, conscients du mode de transmission non plus. On ne savait pas que c'était sexuel. On pensait que c'était un cancer. Alors, les gens ne se protégeaient pas. Et ça a pris du temps avant que les campagnes gouvernementales entrent. Et personnellement, j'ai même collaboré pour une publication dans les années 90 où lors de mon départ, il ne restait que 2 personnes, moi et l'éditeur. Toutes les autres personnes de cette publication-là étant décédées du sida. J'ai travaillé pour des orchestres symphoniques en France où régulièrement, on voyait les gens disparaître les uns après les autres et ça mourait vite. Et je me souviendrai toujours d'un tromboniste à l'Orchestre de Cannes qui l'a su, il nous en a pas vraiment parlé, on l'a su après que c'était le sida, mais bon. Bref, le chiffre officiel, c'est que dans les pays de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, Canada, États-Unis, Australie, environ 30% de la population gay est décédée de cette maladie-là. 30%, c'est énorme. Ça veut dire qu'à peu près, là, enlever 30% de la population du Québec actuel et essayer de survivre comme nation avec ça, c'est quelque chose. Alors, essayer de survivre comme nation gay, comme communauté gay, avec 30% de vos membres les plus brillants, souvent en moins, c'est très difficile. Et la communauté gay s'est reconstruite. Elle a survécu. La trithérapie est venue sauver les vies de beaucoup de monde. Le taux de décès est passé à des chiffres très, très bas. Ça a permis à la communauté de se refaire une identité, de se recréer des liens, des nouvelles stratégies, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on veut être aussi. Et ça a fait aussi quelque chose de terrible. Je veux dire, imaginons-nous, on vit au Québec, et imaginons que d'ici 2 ans, 30% de tout le monde qu'on connaît sera mort. Eh bien oui, imaginez-vous, le deuil que ça cause. Alors, les homosexuels, eux, étaient exposés à 5, 6, 8, 9, 12 deuils de gens qu'ils aimaient près d'eux. C'est terrible. Je veux dire, on voit ça dans des hécatombes, on voit ça dans des accidents d'avion, dans des autobus où toutes des familles disparaissent, mais les gays vivaient ça au quotidien. Alors, toute la période de maladie, la période de dégénérescence, et la mort d'un paquet de monde. Et là, la communauté s'est refaite après avoir vécu tout ça. Aujourd'hui, pour être probablement mieux organisée, plus solide, peut-être pas plus solidaire. La communauté gay, ça n'a jamais été solidaire de toute façon. Vous mettez un gay dans le désert, il va trouver le moyen de ne pas être solidaire avec lui-même. Ça, je vous le garantis. Mais cette communauté-là a grandi et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, les gens qui font le village, le plateau, la rue Saint-Jean à Québec, à Gatineau, la place du Portage, les gens qui construisent et qui font la communauté d'aujourd'hui sont les survivants multi-endeuillés de cette époque-là. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une journée commémorative du sida où une fois par année, on se dit que c'est correct d'avoir souvenir, n'est-ce pas? Eh ouais. On a le droit, une fois par année, peut-être plus, mais ce jour-là, on a le droit d'être nous-mêmes puis de rappeler à ceux qui n'ont pas connu ça le terrible drame qui a été commis par cette maudite maladie. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, parce que la revue Le Point, qui est devenue Gay Globe, a été fondée sur cette base-là pour prévenir la maladie et prévenir la transmission et sauver les vies des gens de la communauté gay. Si vous voulez en savoir plus, il y a un magnifique documentaire qui a été tourné sur les origines du magazine et qui explique la situation avec des entrevues de personnalités très connues au Québec. Et on va mettre l'adresse en dessous de l'écran et vous pourrez aller écouter ce documentaire sur les ondes de Gay Globe Télé. C'est gratuit, c'est sur Internet. Sur ces 3 dossiers très touchants, je vous souhaite une
excellente fin d'année 2014. On vous revient à la fin décembre, début janvier pour les actualités post-fête. Et n'oubliez pas qu'on recherche activement la personne ou les personnes qui peuvent nous éclairer sur la situation de ce magnifique plat qui doit causer des drames dans certaines vies, parce que s'il y a des sida qui se sont transmis de cette façon-là, ça aussi, c'est la réalité. Roger-Luc Chaillé, animateur Gay Globe Télé. Simon Côté des Biens, caméraman, assistant. Il fait à peu près tout dans le bureau, ce que je fais pas. Imaginez-vous, il y en a beaucoup à faire. À bientôt. Merci d'avoir été là.